Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène contre-intuitif dans le monde de la voirie. On l'appelle le paradoxe de Brahe, du nom du mathématicien qui l'a théorisé. Et oui, même en aménagement du territoire, il y a des paradoxes. En effet, le bon sens nous dit que si on construit de nouvelles routes, qu'on élargit les routes existantes, qu'on rend les routes plus rapides et plus sûres, le trafic devrait se partager sur chaque axe et donc aller plus vite. A l'inverse, si on supprime une route, qu'on la ferme à la circulation, le trafic devrait se reporter sur les routes parallèles qui devraient le supporter en plus de celui qu'elles ont déjà. Du coup, ce bon sens nous dit qu'il faudrait créer toujours plus de grandes routes, d'autoroutes, augmenter les limitations de vitesse, élargir les routes existantes, relier les villes par de nombreuses routes parallèles au lieu d'une seule sur chaque axe pour gagner du temps. Pourtant, dans certains cas bien réels, on a pu observer le contraire. Mais pourquoi ? Le mathématicien allemand Dietrich Brahe a imaginé un cas de figure théorique avec deux villes trop éloignées pour être reliées directement et deux itinéraires possibles, passant chacun par une ville différente. Sur certaines routes, le temps de trajet est toujours le même, sur d'autres, il dépend du nombre de voitures. Sur ce schéma, la route jaune est une autoroute, on y roule très vite, elle relie B à C en 1 minute, et les routes vertes sont des petites routes, on y roule bien plus lentement. Il faut 6 minutes pour relier A à C et le même temps pour relier B à D. Et les routes rouges sont également des voies rapides, mais elles sont plus étroites et dangereuses que l'autoroute. Le temps de trajet en minutes est donc égal au nombre de voitures dessus. Alors oui, je sais, dans la réalité c'est plus nuancé que ça, mais c'est un exemple mathématique. Brahe était mathématicien, pas géographe, je n'aurais donc pas la même approche que lui. Dans cette situation, chaque automobiliste pensera bêtement que le plus rapide pour relier A à D est de prendre l'autoroute à B pour sortir à C. En effet, il sera toujours sur des voies rapides. Et s'il n'y a qu'une seule personne qui fait le trajet, c'est effectivement le cas. Elle mettra 1 minute de A à B, 1 minute de B à C, 1 minute de C à D, soit 3 minutes en tout. Maintenant, rajoutons du trafic. Disons qu'il y a 20 voitures qui relient A à D en même temps. Chacun va se dire que le plus rapide est de prendre l'autoroute. C'est en toute logique sur cette route-là qu'on avance le plus vite. Nos 20 conducteurs mettront donc 20 minutes de A à B, 1 minute de B à C et 20 minutes de C à D, soit un total de 41 minutes. Mais que se passe-t-il si on supprime cette autoroute ? Intuitivement, on se dit que comme c'est la route qui supporte le plus fort trafic et où on roule le plus vite, le temps de trajet va considérablement augmenter. Pourtant, si on tente, toujours avec 20 voitures qui relient A à D en même temps, de la supprimer, les conducteurs se répartiront entre les deux itinéraires alternatifs possibles, l'un passant par B, l'autre par C. Comme ils sont similaires, il n'y en a pas un plus attractif que l'autre. On peut donc supposer qu'ils seront 10 sur chaque itinéraire. Résultat, ceux qui passent par B mettront 10 minutes de A à B et 6 minutes de B à D. Et ceux qui passent par C mettront 6 minutes de A à C et 10 minutes de C à D, soit un total de 16 minutes dans les deux cas. Même pas la moitié du temps de trajet par l'autoroute. C'est contre-intuitif ça, en supprimant la route la plus rapide et la plus fréquentée, on a réduit le temps de trajet. Eh bien c'est ça qu'on appelle en aménagement du territoire le paradoxe de Brahe. Supprimer cette autoroute, bien loin de créer des bouchons sur les petites routes, en a supprimé. Bien sûr, ce cas n'est que théorique. Il n'existe pas de route dont le temps de trajet est toujours le même, ni de route où il est strictement proportionnel au nombre de voitures dans le monde réel. Ce sont les deux paramètres à la fois qui déterminent le temps de trajet, mais l'idée qu'il exprime, elle, a pu être observée. Supprimer des autoroutes ou des axes très empruntés a permis dans de nombreux cas de réduire le trafic. Des chercheurs en urbanisme ont étudié le cas de Séoul, où une autoroute urbaine a été supprimée en 2005 alors qu'elle avait un trafic comparable au périphérique de Paris. Quand cette autoroute a été supprimée, les Séoulites s'attendaient à ce que les petites rues autour doivent supporter ce trafic, entraînant les pires bouchons qu'on puisse imaginer. Pourtant, ces rues n'ont pas tant que ça de trafic. Au contraire, le trafic automobile dans la ville a baissé au profit de la circulation piétonne. On a observé exactement la même chose à San Francisco, où une autoroute urbaine a été détruite en 1989
non pas par la volonté de la mairie ou d'urbanistes ayant un projet, mais par un séisme. L'autoroute n'a pas été reconstruite grâce à la très forte opposition des riverains et a été remplacée par une avenue n'ayant qu'une seule voie dans chaque sens, avec une ligne de tramway au milieu. Résultat, les gens se sont mis à utiliser le tramway au lieu de leur voiture pour les mêmes trajets. De même, quand les voies sur berge de la Seine à Paris sont devenues piétonnes, les Parisiens s'attendaient à ce que ce trafic se reporte sur les routes secondaires et que cela crée les pires embouteillages possibles. Pourtant, le trafic sur ces rues n'a pas augmenté suite à la piétonnisation. Ces rues ont toujours autant de bouchons qu'avant, ni plus ni moins. Dans la ville en elle-même, il y a moins de voitures, notamment dans les quartiers où passaient les voies sur berge. On y a observé une baisse de la pollution atmosphérique de 1 à 5% dans le centre-ville et jusqu'à 25% de pollution en moins dans les quartiers où passaient les voies sur berge. La hausse de la pollution sur les routes sur lesquelles le trafic s'est reporté est très inférieure à ce taux, notamment parce que tout le trafic ne s'y est pas reporté, d'où le fait que ces rues ne soient pas plus bouchées qu'avant. Mais où est passé ce trafic alors? Eh bien très probablement dans le métro tout simplement. Et oui, le nombre de voitures sur un axe n'est pas fixe. En fait, les gens ne sont pas uniquement automobilistes, ils s'adaptent à l'infrastructure existante. Si elle est pensée pour la voiture, ils se déplacent en voiture. Si elle est pensée pour le vélo, ils se déplacent en vélo. Si elle est pensée pour les transports en commun, ils se déplacent en transport en commun. Il existe d'ailleurs des cas où créer une nouvelle route a fait augmenter le trafic, les usagers étant davantage incités à utiliser leur voiture, voire se mettaient à faire de plus longues distances grâce à l'augmentation de la vitesse. Par exemple, autour de l'agglomération de Londres, un grand périphérique, un équivalent de la francilienne autour de Paris, entièrement autoroutier, a été construit en 1986, qui entoure toute l'agglomération de Londres et une partie du périurbain. Bien loin de réduire les bouchons en séparant le trafic local du trafic de transit comme les autorités en avaient l'intention, les habitants du périurbain ont massivement emprunté cette autoroute pour à peu près tous les déplacements hors de leur patelin, et elle est très vite arrivée à saturation. Cette autoroute est aujourd'hui l'une des plus empruntées d'Europe. Et, contrairement à ce à quoi on s'attendait, dans Londres, cela n'a pas réduit le trafic. On voit même des voitures appartenant à des habitants du périurbain passer dans la même journée dans la ville et sur cette autoroute. Donc, maximiser la place de la voiture, bien loin de réduire les bouchons, incite les gens à se déplacer en voiture plutôt qu'autrement. En construisant sans cesse de nouvelles routes, les automobilistes vont tout simplement rouler dessus. Pour enfoncer le dernier clou dans le cercueil de l'idée selon laquelle il faut maximiser la place de la voiture, sachez que même quand une fermeture d'autoroute n'est pas prévue mais due à un accident, ça n'augmente pas le trafic autour. À Rouen, le 29 octobre 2012, un pont sur la Seine prend feu suite à un accident d'un camion-citerne. Le pont est fermé, des travaux de remise aux normes sont effectués, ce qui fait qu'il ne rouvre à la circulation qu'en septembre 2014. Il s'agit ici d'un accident, personne ne s'y attendait, et les autorités ont agi dans l'urgence. Le pont avait 92 500 véhicules par jour avant cet accident. Lorsqu'il était fermé, les autres ponts franchissant la Seine à Rouen n'ont eu que 71 000 véhicules par jour supplémentaires à eux tous. Où sont donc passés les 21 000 véhicules restants? Eh bien, pour la plupart, les 21 000 usagers quotidiens se sont reportés sur les transports en commun ou leur vélo. Même topo à Gênes, le 14 août 2018, quand un pont s'est effondré. C'était le pont le plus emprunté de la ville et même de la région. Là encore, si dans les heures qui suivent l'accident, la ville était archi-bouchée, le trafic s'est très vite adapté à l'absence de ce pont. Dès le lendemain, le trafic revient à son niveau habituel, soit ni plus ni moins de bouchons qu'avant l'effondrement du pont. Ces deux exemples prouvent bien que ce qui entraîne des bouchons n'est pas de supprimer les axes les plus empruntés par les voitures, mais au contraire, d'inciter tous les usagers à passer par les mêmes autoroutes en créant. Les géographes ont également observé que quand la vitesse théorique de déplacement augmente, notamment grâce à la création d'une autoroute, les gens n'économisent pas le temps de trajet mais parcourent de plus longues distances, se mettent à habiter plus loin de leur lieu de travail et de loisirs. Au lieu de juste mettre moins de temps à se déplacer, les usagers gardent les mêmes temps de trajet en s'éloignant des centres urbains.
favorisant la périurbanisation, sujet que j'ai déjà traité dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir. Or, comme je l'ai d'ailleurs dit dans la vidéo en question, la périurbanisation fait augmenter le trafic entre une ville et les villages voisins et donc les bouchons. Encore une fois, le nombre de voitures parcourant un axe n'est pas fixe. Il dépend de l'infrastructure en elle-même. Si elle n'était pas si attractive pour les voitures, il y aurait moins d'étalement urbain, réduisant les problématiques écologiques qu'il cause. Bon, j'avoue que pour ça, il faut aussi repenser le marché immobilier de manière un peu moins capitaliste, repenser nos besoins en termes d'habitat, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Vous irez voir celle sur la périurbanisation si vous voulez en savoir plus. Pour revenir au sujet principal, Braes a ainsi théorisé, et plus tard des géographes et des urbanistes ont prouvé que pour réduire le nombre de voitures, mieux vaut laisser moins de place à la voiture et mettre en place des réseaux de transport en commun efficaces que de construire toujours plus de nouvelles routes en espérant que la nouvelle désengorge l'ancienne. Réduire les prix des billets de train, créer de nouvelles lignes le long des axes les plus empruntés, développer les transports en commun, y compris dans les zones rurales qui en sont totalement dépourvues, créer des rues piétonnes et des pistes cyclables plus sécurisées dans les grandes villes est bien plus efficace pour réduire le trafic, bien qu'un automobiliste puisse a priori penser le contraire. Pensez-y la prochaine fois que vous vous déplacez entre deux villes et que vous avez des bouchons. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour améliorer le référencement, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ceux qui ont carrément envie de soutenir financièrement la chaîne peuvent faire un tour par Tipeee, le lien est dans la description.